Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Je demandais l'autre jour ce que c'était qu'un homme, j'en cherchais un. Qu'est-ce qu'un homme ? La question centrale dans l'histoire de la philosophie occidentale hante le siècle des Lumières. Où se trouve cet homme que Marivaux, les romanciers et les philosophes de son temps cherchent désespérément ? L'homme présenté ici comme fin et moyen peut-il se connaître ? Dans ce sens, les moyens, les hommes et la fin, l'homme se confondent pour annoncer une entreprise délicate que Rousseau reformule dans ces termes. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme ce sera moi. Narrer une histoire, un fait, et l'adjectif possessif ça renvoie à une personne quelconque. Quant au mot vie, il comprend tous les événements que cette personne a vécus depuis sa naissance jusqu'au moment de la narration ou de la rédaction. En effet, pour qu'une personne quelconque, voire un individu au sens péjoratif du terme selon les dictionnaires contemporains, puisse narrer l'histoire de sa vie, il a besoin du langage pour s'exprimer. Cela l'oblige à recourir à la narration à la première personne. Ce procédé permet à n'importe quel lecteur de s'approprier le jeu de ce narrateur et d'universaliser ce discours de l'individu, de sorte qu'il devienne un discours sur l'individu qui s'y identifie. Cependant, ce discours de l'individu et sur l'individu qui prend la forme d'un récit à la première personne est doublement problématique par rapport au code littéraire et idéologique de l'époque. Car cette personne quelconque est déjà condamnée à cause de la bassesse de sa naissance, elle n'a pas la légitimité requise pour écrire sa vie. De même, son discours, qui prend la forme d'une fiction, pourrait être censuré du fait de l'incapacité de cet individu à maîtriser les conventions littéraires de l'époque. Quant aux années 1730, succédant au temps du vertige, qui marquent la transformation de la pensée européenne et annoncent une nouvelle tournure dans la vie littéraire, elles représentent une période déterminante pour le développement du genre romanesque et témoignent des changements historiques qui ont influencé tous les domaines, social, économique, politique et culturel. Ces changements sont dus à la fin du règne de Louis XIV en 1715 et à la régence, 1715 à 1723, de Philippe d'Orléans avec une tentative de libéralisation, si vite fut-elle abandonnée au profit d'un retour à l'absolutisme. Sous Louis XV en particulier, avec le ministère du cardinal Fleury 1726 à 1743, s'instaure un régime d'esprit libéral et démocratique qui établit une séparation entre la sphère sociale et celle des convictions privées et permet l'épanouissement de l'individu. Sur le plan littéraire, les années 1730 correspondent en France à des changements considérables dans l'histoire des idées et l'histoire littéraire. Elles ouvrent aussi un champ fertile pour le genre romanesque avec la publication croissante des mémoires fictifs et des récits à la première personne, comme le souligne Jean Segard. Le caractère le plus frappant de cette période de 10 ans est la progression du roman, en quantité, mais aussi en nombre d'œuvres radicalement nouvelles. Jusqu'à 1730, on pouvait compter une dizaine de romans par an avec quelques pointes, 1716-1724. En 1730, on en comptera 13 puis 19 l'année suivante, puis 23, 14, 26, 26, 33, 31, 26, 29. La progression est suffisamment rapide pour avoir attiré l'attention de la critique, et même celle des pouvoirs publics. Ajoutons à cette progression fulgurante, la querelle que le roman a suscitée entre les partisans et les adversaires du genre, qui montre son importance nouvelle et conduit à sa censure en juillet 1737 par le chancelier d'Aguesseau. Néanmoins, malgré cette proscription du genre romanesque et malgré les valeurs collectives héritées du siècle précédent qui empêchent des individus comme Jacob et Jeannette de prendre la plume pour narrer les événements de leur vie, la littérature critique n'hésite pas à désigner cette période comme celle d'un triomphe du genre romanesque et d'un âge d'or du roman. Le roman est en effet devenu la forme canonique de la fiction, certains pouvant même être désignés comme des épopées de l'individu moderne, surtout ceux de Lesage, Marivaux et Prévost, comme le souligne Christophe Martin. Avec la vie de Marianne, le roman à la première personne apparaît donc plus que jamais comme celui de la naissance de l'individu. Dans les années 1730, le genre du roman mémoire est en effet devenu la forme majeure de la fiction romanesque. Cette qualification du genre romanesque vient de son exclusion des chaînes dorées que portaient vaillamment les genres nobles,
ce qui lui permet de se dispenser des obligations communes à l'idéal classique et d'aborder en effet, en toute liberté, des sujets politiques, philosophiques et religieux à travers la narration de la totalité d'une existence. Il en résulte que le roman ne se confond plus avec la seule histoire d'amour de quelques représentants d'une caste ou d'une famille titrée. Le sujet privilégié par ces romanciers est la naissance de l'individu. Cette évolution n'est pas étrangère à l'apparition de ses premiers romans de formation, Bildungsroman, que sont Télémaque de Fénelon, 1699, Robinson Crusoe de Defoe, 1719, et dans une large mesure, Le paysan parvenu. De fait, si l'on en croit notamment Alain Montandon, le roman comme épopée de l'individu devient synonyme de Bildung, et la Bildung en tant que voyage revêt la forme d'un roman. Mais le discours critique considère souvent qu'une telle perspective serait en réalité entachée d'anachronisme. Une analyse même superficielle de ces ouvrages nous apprend qu'au début du siècle, les écrivains français ignoraient à peu près tout de la notion de Bildungsroman telle que la concevra Goethe. La notion de Bildungsroman, apparue en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle, serait donc inapte à caractériser le roman des années 1730. De même, les historiens s'accordent à considérer que la notion d'individu n'est apparue qu'au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce n'est qu'avec Rousseau que la notion prend son plein sens et s'inscrit dans le vocabulaire sociopolitique nouveau. D'ailleurs, cet anachronisme peut être dû à l'absence de règles du genre romanesque, qui impose une lecture polysémique de ces œuvres inclassables à cette période. Par son mode de narration, le roman mémoire ouvre donc sur un champ d'interprétation polysémique, voire sur une lecture du soupçon, comme ce sera le cas avec les romans de Marivaux et de Prévost. Cela peut expliquer, en partie, l'assimilation qu'opèrent Éric Le Borgne et Alain Montandon, ainsi que les catégories parfois contradictoires dont use la littérature critique pour analyser les œuvres de cette période. On peut schématiser ces tensions en distinguant deux traditions critiques antagonistes. D'un côté, d'assez nombreux commentateurs soutiennent l'idée selon laquelle certains romans mémoires des années 1730 peuvent bel et bien être considérés comme romans de formation, d'apprentissage, d'éducation, etc. Florence Magnon estime ainsi que nombre de romans mémoires sont des récits de formation, étant admis que c'est par l'expérience, c'est-à-dire, en premier lieu, par l'apprentissage du langage et les échanges langagiers que se forme le moi. Dans son étude sur le roman au XVIIIe siècle en Europe, Alain Montandon considère que Le paysan parvenu ressortit au roman d'ascension sociale qui annonce en partie le roman d'éducation et de formation. Il ajoute: en France, les romans attachés à la carrière de jeunes personnes qui se frottent à la vie et au monde peuvent parfois être rapprochés du roman de formation. La carrière picaresque de Gil Blas semble en effet faire place à une certaine éducation, à une maturation du personnage qui tire profit de l'expérience et dont le personnage semblerait s'embourgeoiser. Florence Banco-Maenen soutient elle aussi que Gil Blas, Le paysan parvenu et La vie de Marianne sont bel et bien des romans de formation. Pour Françoise Barguillet, le roman picaresque est devenu, sous la plume de Le Sage, un roman d'apprentissage. Le héros y prend conscience de sa valeur avant de s'imposer à la société qu'il prétend conquérir. Mais d'un autre côté, on trouve un ensemble de critiques qui réfutent fermement cette idée. Pour Henri Duranton, Le paysan parvenu n'est pas, ne peut être un roman d'éducation. Il ajoute, ni roman d'éducation, ni roman de réussite sociale. Le paysan parvenu est en tous sens, un roman moral. Michel Gillot affirme que La vie de Marianne ne pouvait pas aboutir à une installation. Loin d'être un roman d'initiation, ce n'en est même pas un d'apprentissage, pour Henri Coulet. La vie de Marianne de Marivaux est un roman d'analyse au premier chef, mais à un degré moindre un roman de mœurs. Gil Blas de Santillane est un roman de mœurs au premier chef, mais dans un certain mesure un roman psychologique. Cleveland est un roman métaphysique, un sentimental, un roman d'aventure, un roman de mœurs. Ce survol rapide du discours critique sur le roman des années 1730 montre bien que la question reste pendante et que la catégorisation de ces œuvres est loin d'être stabilisée. On rencontre au moins une quinzaine de désignations génériques différentes pour caractériser parfois le même roman. Nous remarquons que partisans et adversaires du roman de formation confondent généralement l'appellation roman de formation avec d'autres catégories génériques telles que roman d'apprentissage, roman d'initiation, roman d'éducation.
Ainsi, certains auteurs sont allés plus loin dans leur critique en associant le roman d'apprentissage au roman de formation, Bildungsroman, allemand. Au sujet de la vie de Marianne, Georges Benrekassa propose une formule qui assume pleinement l'ambiguïté de cette catégorie générique et l'hésitation qu'on peut avoir sur la pertinence de son application au roman des années 1730. Il y a et il n'y a pas roman d'apprentissage. Si cette phrase résume la double attitude envers le roman mémoire des années 30, elle dévoile également une problématique majeure de cette forme romanesque susceptible d'accepter de différents types d'interprétations et de les réfuter en même temps. Ajoutons à cette lecture polysémique que le choix de perspectives critiques pour aborder les œuvres littéraires de cette période pourrait aussi être problématique et provoquer des malentendus quant à la nature de ces textes. D'une part, pour ceux qui évaluent le roman des XVIIe et XVIIIe siècles à partir de ses développements ultérieurs, certains romans mémoires des années 1730 seraient des romans de formation qui auraient conduit par la suite au Bildungsroman allemand. Cette approche prive le roman de toutes ses richesses et le canalise dans des grilles de lecture forcées, faisant dire au roman ce qu'il n'a pas voulu dire. Georges May souligne le paradoxe qui résulte d'une telle perspective. On commettrait un grand contresens si on interprétait l'ascension d'un Jacob ou d'une Jeannette vers la fortune comme le signe d'une fermentation sociale destinée à aboutir au cahier de 1789. D'autre part, de nombreux critiques ont suivi la nouvelle approche critique développée par René Desmoris consistant à analyser les visées propres du roman, ses implications idéologiques et les expériences inédites qu'il était capable d'exprimer. Pour eux, il n'y a pas de roman de formation proprement dit dans le roman mémoire des années 30, mais il y a certains aspects qui peuvent l'orienter vers ce genre. Au-delà de cette lecture polysémique, le roman mémoire des années 30 avait suscité un dilemme quant à sa catégorisation, comme en témoignent les travaux de May et ceux de Veil. Or, ce qui nous intéresse dans ce dilemme est que le roman, si l'on ose l'appeler ainsi, avait refusé toute qualification générique recourant au mot roman dans son titre, au profit de qualifications différentes comme mémoire de, aventure de, la vie de. Les auteurs des années 1730 eux-mêmes vont dans le même sens pour affirmer l'indépendance de cette forme romanesque et son exclusion de toute appartenance générique, dont témoigne la formule célèbre de la vie de Marianne. Marianne n'a point songé à faire un roman. Quant au Bildungsroman, il reste l'un des termes les plus ambigus au niveau de l'interprétation quand il s'agit de le déplacer au dehors du contexte germanophone. Cette transmission se heurte à un double problème. Celui de la pertinence d'une taxinomie ayant une origine et un champ d'application culturellement homogène, l'Allemagne, et celui d'un classement qui dépasse en même temps les limites d'une seule culture nationale. Ce problème explique le caractère confus du discours critique français, quand il s'agit de désigner sous ce terme littéraire un corpus de traditions littéraires françaises. Ce qui donne naissance à des termes génériques tels que roman de formation, roman d'éducation, roman d'apprentissage, roman d'initiation, roman pédagogique. Or, tous ces termes génériques traduits en français renvoient peu ou prou au terme Bildungsroman. Afin d'éviter d'entrer un labyrinthe de distinctions génériques plus ou moins contestables, nous avons choisi de nous en tenir au terme de roman de formation, c'est-à-dire à la notion même de Bildungsroman, telle qu'elle a été proposée rétrospectivement par Karl Morgenstern au cours de ses conférences à l'université de Dorpat en 1819, pour désigner les œuvres littéraires allemandes qui rapportent les étapes de formation et le développement intérieur du héros romanesque. Cependant, c'est grâce au critique allemand Wilhelm Dilthey, dans son Leben Schleiermachers, la vie de Schleiermachers, 1867 à 1870, que ce terme connaît un grand succès et fait son entrée dans le discours critique allemand. Ce terme se forme sur le radical Bild, qui signifie en allemand une image ou une représentation. Le verbe bilden qui peut être traduit en français comme façonner, lorsqu'il s'applique à un objet, et comme former, lorsqu'il vise à développer les facultés d'un être humain. En ajoutant au radical le suffixe ung, le terme Bildung signifie, comme le souligne Michel Espagne, le fait de mettre en forme, Gestaltung, ou une image, Gestalt, qu'on peut traduire en français par le mot formation. Selon Todd Contieux, les traditions médiévales recourent à ce terme pour décrire le processus de la transformation d'un pécheur en un bon chrétien. De fait, selon les traditions médiévales, l'homme a perdu son unité avec Dieu à cause du péché originel et devient une image déformée de son Créateur.
Il doit en effet se repentir pour pouvoir retrouver l'image de Dieu qu'il a perdue après la chute. Néanmoins, ce concept de Bildung change d'une manière significative au cours du XVIIIe siècle. Les individus, au lieu d'être des destinataires passifs d'une forme préexistante, commencent à développer progressivement leur propre potentiel inné par l'interaction avec leur milieu. L'imaginaire de la croissance naturelle prend la place d'un modèle d'intervention divine, de sorte que la transformation en l'unité parfaite de Dieu devienne une sorte du développement de soi. En effet, avec la sécularisation de la pensée européenne au XVIIIe siècle, la signification de ce terme a été radicalement changée. L'homme, au lieu de chercher son ancienne forme précédant la chute, commence à développer sa propre image et sa propre personnalité par l'interaction avec sa propre communauté. L'intervention divine dans la vie de l'individu se trouve peu à peu remplacée par le développement naturel de l'individu. La formation religieuse a été remplacée par une formation intellectuelle, permettant à l'individu d'accéder à une connaissance progressive de lui-même. Il s'agit d'un processus d'autocréation de l'individu qui devient ce qu'il était au départ, se réconcilie avec son essence. Cette mise en forme ou cette formation d'un être humain trouve son expression dans la littérature allemande, en particulier avec Goethe dans son roman Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister publié en 1795 à 1796, qui peut être considéré comme le modèle fondateur du genre. De fait, en combinant les deux termes Bildung et roman, le terme Bildungsroman s'impose pour désigner un genre littéraire constitué d'une variété de productions romanesques non seulement allemandes, mais aussi anglaises et françaises. Ce genre représente une forme sécularisée de la confession qui replace l'image de Dieu par celle de l'homme. Cette transposition en conserve deux traits fondamentaux, la forme récit et le moi unifié. Il s'agit d'un roman à la première personne où le personnage principal raconte sa vie depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Partant d'une condition souvent humiliante, il affronte la société, traverse des épreuves et des expériences, trace son chemin jusqu'à ce qu'il trouve sa place dans le monde et accède à la maturité. Le protagoniste peut alors décrire le processus qui a conduit à une conscience de lui-même, de la réalité qui l'entoure et de son intégration sociale. Dans sa théorie du roman, Georg Lukács définit ce type de récit comme la marche vers soi de l'individu problématique. Cet individu est dirigé par un idéal qui est pour lui, expérience vécue. Cette expérience permet de former l'individu à travers son contact avec le monde et les autres. C'est le cas de Wilhelm Meister qui cherche tout au long de son parcours à se former lui-même. Tel que je suis, dit-il, de par ma nature, c'est là, obscurément, dès ma naissance, mon désir et mon intention. Je n'ai pas varié là-dessus, mais je vois un peu plus clairement les moyens qui me permettront d'y parvenir. J'ai vu plus de monde que tu ne crois, et j'en ai tiré plus de profit que tu ne penses. Cette affirmation explique la notion de Bildung telle que Goethe la conçoit, et met en évidence l'importance de la formation et de l'acquisition des connaissances pour que l'individu puisse parvenir et trouver sa place dans la société. En ce sens, le récit de Wilhelm Meister se présente comme l'histoire de la confrontation entre un individu et la société qui l'entoure. Cette confrontation permet de façonner la personnalité de l'individu de sorte qu'il accède à un état d'harmonie avec les exigences sociales et avec lui-même. Il s'agit d'intégrer l'individu dans la société dont il fait partie. Cette intégration s'inscrit, selon Christine Delory-Momberger, dans une visée téléologique qui obéit à un élargissement progressif et cumulatif de l'expérience, où chaque phase de développement apporte une leçon qualitativement supérieure à la précédente. En ce sens, la dynamique du récit entre une situation initiale, d'inexpérience et une situation terminale de maturité, enchaîne les événements selon une causalité finale qui invite à une lecture rétrospective. C'est à partir de la fin, du but tel qu'il a été atteint ou manqué que s'articulent les rapports de cause à effet et que le mouvement de l'apprentissage prend sens pour le lecteur. Comme le protagoniste qui est en train de réviser sa vie, le lecteur est en effet invité à synthétiser les résultats d'une telle vie qui se dessine devant ses yeux, et à s'interroger sur sa propre histoire et sur l'état de sa propre Bildung. Le Bildungsroman peut être traduit en français par l'expression « roman de formation ». Ce roman de formation raconte l'histoire d'un individu initialement dépourvu de toute expérience, qui affronte le monde et finit par s'y faire une place.
Il s'agit d'un récit qui décrit le processus de développement de l'individu dans la sphère sociale. Un développement qui consiste à travers l'expérience, à éveiller l'individu à lui-même et au monde qui l'entoure. De tout ce qui précède, deux idées majeures se dégagent et qui peuvent être considérées comme anachroniques. L'idée d'individu par rapport au contexte social et l'idée de roman de formation par rapport au contexte littéraire. Partant de ce constat, on fera l'hypothèse que, conformément à l'intuition de Philippe Chardin, ce n'est sans doute pas la littérature allemande qui a inventé le roman de formation, mais plus vraisemblablement la littérature française, tant le roman de l'ascension sociale du parvenu, que cette littérature pédagogique rousseauiste dont s'est d'ailleurs inspiré le Bildungsroman allemand. Si l'on tient compte de la confusion relative du discours critique et de différentes approches existantes, nous pouvons formuler notre hypothèse en ces termes. Certains romans mémoires des années 1730 pourront être considérés comme romans de formation si, d'une part, ils contribuent à l'idée d'une naissance de l'individu et si, d'autre part, ils accomplissent un programme de formation du sujet renvoyant à l'idée de Bildung. En ce sens, la problématique majeure de notre thèse peut être décrite en ces termes. Quelle est la contribution du roman mémoire des années 1730 à l'avènement de l'individu et à l'émergence du roman de formation ? Un tel questionnement implique d'étudier la notion d'individu depuis son apparition jusqu'à son intégration dans les réflexions sur l'homme à la fin du XVIIIe siècle, et les rapports que cette notion entretient avec la fiction, l'analyse de la forme romanesque roman-mémoire, à partir des œuvres qui en sont représentatives, de ses visées et ses implications diverses, de son esthétique et du rôle qu'elle a joué à l'avènement de l'individu. Plusieurs questions devaient dès lors être posées. Des questions méthodologiques, quel corpus choisir pour traiter cette problématique ? Quelle approche privilégier ? Mais aussi des questions de fond, qu'est-ce qu'un individu ? Quel rapport cette notion entretient-elle avec le genre romanesque ? Quelle est l'origine du roman mémoire ? Comment peut-on le définir ? Quelles en sont les caractéristiques ? Dans quel contexte se développe-t-il ? Quelles sont ses dimensions esthétiques, sociologiques, philosophiques et psychologiques ? Quelle sorte de formation propose-t-il ? Quel rôle joue-t-il dans l'avènement de l'individu ? Quelle vision de l'homme et de l'organisation sociale que ce type de fiction propose-t-il ? Quelle relation peut-on établir entre le roman mémoire et le roman de formation ? Potentiellement, le corpus était très large puisque presque tous les romans mémoires des années 1730 sont susceptibles d'aborder la question de l'homme et de sa place dans l'organisation sociale. La plupart peuvent être désignés par le discours critique comme des Bildungsroman et analysés comme ayant contribué à l'avènement de l'individu. Après avoir lu de nombreux romans mémoires de la mémoire, les œuvres suivantes ont plus particulièrement retenu notre attention. Histoire de Gil Blas de Santillane, 1715 à 1735, de Lesage, Cleveland. Le philosophe anglais, ou Histoire de Monsieur Cleveland, fils naturel de Cromwell, 1731 à 1739, et Histoire d'une Grecque moderne, 1740, de Prévost. La vie de Marianne ou les aventures de Madame la Comtesse de 50, 1731 à 1742, et Le paysan parvenu ou les mémoires de M51, 1734 à 1735, de Marivaux. Les égarements du cœur et de l'esprit, 1736, de Crébillon. La paysanne parvenue ou les mémoires de Madame la marquise de Lv, 1735 à 1737, et La mouche ou les aventures de Monsieur Bigan, 1736, de Mouy, Les confessions du comte de 55, 1741, de Duclos, et Jeannette II ou La nouvelle paysanne parvenue, 1744, de Gaillard de la Bataille. Toutes ces œuvres appartiennent à la forme du roman mémoire et développent l'idée d'une formation de l'individu à travers les expériences acquises et mettent l'accent sur le rôle de la société dans cette formation, le tout d'un point de vue rétrospectif. Néanmoins, nous n'avons pas voulu prendre pour seul critère de choix la question de l'individu, qui n'est pas la pierre de touche du roman mémoire, genre dont la poétique n'était pas encore codifiée. Ceci nous contraint, par souci de cohérence et de précision, à choisir les œuvres les plus représentatives de ce genre nouveau, réduisant ainsi le corpus aux grands textes des années 1730. Il s'agit des œuvres de Lesage, de Prévost, de Marivaux et de Crébillon. Ces œuvres ont joué un rôle déterminant en ce qui concerne le roman et son évolution ultérieure. Elles présentent une forme de synthèse des formes romanesques déjà existantes comme le roman médiéval,
le roman picaresque, le roman comique, la nouvelle, les mémoires et les pseudo-mémoires. Elles ont également changé le destin du roman, en lui imposant de nouvelles règles qui seront adoptées plus tard par les autres romanciers. Nous avons choisi également de retenir 2 romans de Mouy, parce qu'ils représentent une synthèse et une réécriture de toutes les idées avancées par Prévost et Marivaux, et permettent de comprendre l'évolution du genre romanesque. Après mûre réflexion, nous avons choisi d'exclure de notre corpus les égarements du cœur et de l'esprit, l'histoire d'une Grecque moderne, les confessions du comte de Jeannette II ou la nouvelle paysanne parvenue. Même si nous assumons un certain arbitraire dans un choix qui renvoie aussi à la contrainte du temps qui nous était imparti pour rédiger cette thèse, un tel choix obéit d'une part à un souci de cohérence chronologique. Nous souhaitions nous concentrer sur le roman des années 1730, et d'autre part à un souci de cohérence thématique. Les égarements du cœur et de l'esprit et les confessions du comte de s'attachent au parcours de 2 jeunes nobles et à leur initiation à la sexualité. Malgré la contribution indiscutable qu'ont pu apporter de tels récits à la question de l'individu et au genre du roman mémoire, le statut social de leur narrateur nous aurait écarté d'une interrogation pour nous essentielle concernant l'intégration d'individus dont la légitimité sociale est donnée comme problématique par le mémorialiste. Au reste, leur quête tend à se limiter à l'initiation amoureuse, voire sexuelle, laissant à l'arrière-plan certains aspects essentiels de la formation intérieure du sujet. Qu'il s'agisse de Melcourt ou du comte de, ils n'accèdent à aucun moment à cette conscience de soi qui nous semble caractériser les narratrices et les narrateurs des œuvres de notre corpus. Quant à Jeannette II, bien que ce texte réponde parfaitement à notre problématique et au sujet traité, il nous a semblé qu'au regard de notre problématique, il n'apportait aucun élément significatif par rapport au roman de Marivaux dont il s'inspire de façon évidente. Les œuvres retenues nous semblent former un ensemble cohérent, tant sur le plan esthétique que thématique. Leur refus de se plier aux conventions esthétiques du siècle précédent leur confère le pouvoir de susciter de nouvelles lectures, de faire émerger des éclairages nouveaux, des détails qui interrogent, infléchissent et parfois réorientent les lectures globales. Elles représentent tout un récit à la première personne narrant le parcours d'un être caractérisé par une relative proximité à la nature, et s'intégrant peu à peu dans un ou plusieurs milieux sociaux extrêmement codifiés. Elles mettent en relief les étapes de la formation de ces personnages, qui va de l'expérience sociale jusqu'à l'expérience de soi en passant par l'expérience sentimentale. Cette structure est annoncée par une rupture avec le milieu familial, suivie par l'entrée dans la vie sociale, la connaissance par les personnages de leur statut problématique, leur ambition, et finit par la reconnaissance sociale de ces personnages et leur accession à une forme de maturité. Il s'agit d'un état qui les pousse à se retirer de la vie sociale pour se replier sur eux-mêmes et réfléchir à leur parcours en entamant la rédaction de leur mémoire. De plus, les origines picaresques, les lieux communs, les thématiques abordées dans ces textes les rapprochent des romans de formation allemands de la fin du siècle, Bildunroman. De même que les romans mémoires ont connu un grand succès au début du siècle en France et sont devenus la forme canonique de la fiction romanesque au moins jusque vers les années 1760, les œuvres de Goethe et les romans de formation ont eu également un grand succès en Allemagne à la fin du siècle et ont imposé les règles constitutives du Bildunroman. Le sujet principal de ces 2 formes romanesques est l'individu. Ce nouvel être, qui investit la production romanesque pour revendiquer sa propre existence, construit un monde imaginaire qui tourne autour de lui, tout en reflétant les questionnements sociaux, politiques et philosophiques de l'époque. En partant de la problématique de sa naissance, il intègre les classes élevées de la société. En rejetant sa place prédéterminée, il s'engage dans une perspective empirique basée sur les expériences vécues. En refusant le cogito cartésien, il affirme sa sensibilité et le primat du cœur sur la raison. Or, une difficulté s'impose concernant Cleveland. Le philosophe anglais, ou Histoire de M. Cleveland, fils naturel de Cromwell. Parmi les œuvres de notre corpus, c'est celle qui a priori s'éloigne le plus nettement de la tradition picaresque. L'éducation de Cleveland, sa naissance qui peut être considérée comme noble et son langage soutenu sont autant d'éléments qui interdisent qu'on le confonde avec un picaro ou un ambitieux. Cependant, à regarder de plus près la configuration de son récit et son ascension sociale qui n'intervient qu'à la fin du roman,
un lecteur averti peut dégager la fragilité de ces éléments. Ainsi, au contact de la vie sociale, son éducation s'avère négative et ne lui permet pas d'éviter les pièges sociaux qui sèment son parcours, et fait de lui le sujet d'un savoir désintéressé à la nature sans doute mal défini. Sa naissance, au lieu d'être un avantage, apparaît comme une sorte de malédiction qui le suit partout, provoque tous ses malheurs et fait de lui un personnage sans place ni fonction sociale précise. Quant à sa philosophie, elle autorise Cleveland à dire qu'il s'occupe d'un objet sérieux et peut faire l'objet d'un traitement romanesque. D'ailleurs, nous avons choisi d'autres textes antérieurs à la période étudiée du fait de leur influence sur les œuvres de notre corpus et de leur contribution à l'avènement de l'individu, comme certains romans picaresques, romans comiques et mémoires historiques, ou bien d'autres textes philosophiques comme ceux de John Locke, pour ne citer que les plus importants. Ces œuvres ont nourri notre réflexion sur les rapports qu'entretient la fiction avec la notion d'individu. Sur le plan méthodologique, il s'agissait pour nous d'aborder ce corpus sans le plier à des catégories extérieures et sans lui appliquer de grilles de lecture anachroniques, et qui ne respecteraient pas la singularité des textes. Pour éviter cet écueil, nous avons envisagé les œuvres du corpus telles qu'elles sont, sans préjugés établis ou théorie quelconque. Après plusieurs lectures approfondies, nous avons tenté de repérer les similitudes et les différences entre ces œuvres afin d'élaborer un plan cohérent, en ayant le souci constant de montrer la richesse des textes étudiés et de ne pas leur appliquer de grille de lecture trop rigide. Un chapitre liminaire consacré à la notion d'individu et à ses rapports avec le genre romanesque nous a toutefois paru nécessaire. Il s'agit d'abord de définir le mot « individu » du point de vue lexicologique, et de décrire son entrée dans le vocabulaire des réflexions sur l'homme à la fin du XVIIIe siècle grâce aux théories empiristes et aux œuvres de Jean-Jacques Rousseau. Il est question ensuite de préciser les étapes de sa conceptualisation en cherchant ses prémices et en suivant son développement dans la pensée européenne depuis Saint-Augustin jusqu'à John Locke. L'on abordera la notion d'individu selon 3 lectures méthodologiques. Une lecture historique proposée par Jacob Burckhardt dans son livre La civilisation de la Renaissance en Italie, 1860, et reprise par Tsvetan Todorov dans son livre Éloge de l'individu, essai sur la peinture flamande de la Renaissance, 2000. Une lecture socio-anthropologique proposée par Louis Dumont dans ses œuvres sur L'. Individualisme. Une lecture philosophique illustrée par Charles Taylor dans son livre Les sources du moi. Nous avons aussi dû étudier certains éléments historiques et intellectuels qui ont conduit au passage du droit divin au droit naturel, ce qui change la manière d'appréhender l'homme et sa place dans le monde. Après avoir précisé ce que les philosophes et les historiens entendent par le mot « individu » et toutes les prémices qui ont conduit à son émergence, l'on s'efforcera, dans un deuxième chapitre, de traiter les rapports qu'entretient cette notion avec le genre romanesque et le rôle que joue le roman dans la cristallisation de la notion de l'individu et la diffusion des idées qui y sont relatives. Pour éclairer ces rapports entre l'individu et le roman, on analysera, tout d'abord, la différence entre l'épopée et le roman, une différence qui permet de remonter aux origines de la représentation de l'individu dans le genre romanesque. On en viendra ensuite à l'analyse du roman picaresque et au modèle qu'il a fourni au roman comique. Un modèle constitutif du roman moderne et qui s'est développé en différents sous-genres romanesques. Enfin, nous montrerons l'évolution du genre romanesque et ses différentes contributions à la question de l'individu jusqu'à l'apparition du premier roman mémoire, celui de Madame de Villedieu. Il s'agit de montrer comment le roman s'est affirmé parallèlement à une vision de l'homme qui ne cesse de s'enrichir et de se développer à travers les siècles, tout en reflétant les changements sociaux, politiques et psychologiques associés à l'individu et à son environnement. Ces changements permettent au romancier de s'interroger sur la nature de l'individu, sur son avènement et son devenir. L'individu étant défini comme un être socio-historique qui se forme par les événements personnels, familiaux, culturels et sociaux avant d'accéder à une certaine conscience de soi et de son intériorité affective, et en partant des remarques de la littérature critique moderne qui renvoie la naissance de l'individu au roman Mémoire des années 1730, la première partie, Raconter sa vie, est consacrée à L'. Analyse de cette nouvelle forme romanesque et aux outils utilisés par nos romanciers pour faire valoir un discours de l'individu et sur l'individu.
Il s'agit de définir le roman mémoire à partir des œuvres qui en sont emblématiques et ont établi ces règles constitutives, car la catégorie roman mémoire est une construction théorique rétrospective. Cette analyse s'opère en 3 moments capitaux. Dans le premier chapitre, nous analyserons les éléments paratextuels, titre et préface, en essayant de répondre aux questions suivantes. En quoi consistent les pactes de lecture proposés par nos romanciers ? Quels sont les lieux communs auxquels recourent nos romanciers ? Quels programmes proposent-ils dans leur fiction ? Comment les titres et les préfaces justifient-ils le discours d'un homme quelconque ? Et comment annoncent-ils l'avènement de l'individu ? Après avoir répondu à ces questions, nous analyserons le statut des narrateurs de ces récits ainsi que les motifs qui les caractérisent. Il est question dans ce deuxième chapitre de savoir qui sont nos héros, quel rôle ils entendent jouer, pourquoi ils se sont mis à écrire leur vie et quelle est la fonction de la narration à la première personne dans l'entreprise de la prise en conscience de soi. Enfin, nous synthétisons les éléments analysés dans le premier et le deuxième chapitre afin de pouvoir dégager une esquisse de ce que la littérature critique appelle un roman mémoire, ses caractéristiques et ses visées principales. Il s'agit de proposer une définition du roman mémoire à partir des œuvres de notre corpus, et de montrer comment cette forme est devenue la forme canonique de la fiction, et comment elle permet de réorienter les regards des lecteurs vers l'univers privé des personnages et vers leur intériorité. Cependant, la définition du roman mémoire, les contraintes esthétiques et sociales qui se dressent contre l'émergence de cette forme romanesque et contre les valeurs individuelles qu'elle propage, ainsi que le discours ambitieux de l'individu et sur l'individu font de nos personnages des héros problématiques par rapport au contexte social de l'époque qui considère la bassesse de la naissance, le défaut de nom, le manque d'expérience comme des raisons légitimes pour les représentants de l'ordre établi, de priver ce type de personnages de certains privilèges sociaux et de les condamner à rester à la marge de la société. Mais c'est de cette marge de la société que naît l'espoir pour des personnages défavorisés, de devenir quelque chose et de trouver leur place dans une société qui les rejette. La question qui se pose est en effet de savoir comment les romanciers s'y prennent pour réconcilier leurs personnages avec la réalité sociale et faire prévaloir leur discours. Autrement dit, quels sont les moyens dont disposent nos héros pour affronter ce monde et s'y faire leur place ? Quelles sont les stratégies de nos romanciers à cet égard ? L'écart entre le statut problématique des personnages annoncés au départ et le statut de ceux qui sont en train d'écrire l'histoire de leur vie et ont déjà surmonté toutes les contraintes et réalisé leur ambition, met en évidence une image en devenir, à laquelle chaque épisode, chaque événement et chaque circonstance ajoute une valeur et dont la forme, voire le fond, est modifiée selon un processus bien structuré et bien défini par nos romanciers. Mais quel est ce processus ? Comment les romanciers forment-ils l'identité de leurs personnages ? Telles sont les questions posées dans la deuxième partie, contraintes et ambition. Quant à la troisième partie, se former, elle aborde les 3 modes d'apprentissage auxquels recourent les romanciers pour former les identités de leurs personnages. Ces 3 modes consistent dans l'éducation du cœur comme de l'esprit de ces personnages. Cette éducation se divise en 3 types d'expériences: expérience sociale, expérience de l'amour, expérience de soi. L'expérience sociale consiste pour l'individu à améliorer les rapports qu'il entretient avec les autres pour trouver sa place dans la société, et constitue un moyen de compréhension des mécanismes de la société. L'expérience sentimentale, quant à elle, vise les relations que l'individu entretient avec l'autre sexe et les objets qui l'entourent, et le rôle des impressions qui en résultent dans l'élaboration de l'individualité des personnages. Enfin, l'expérience de soi représente l'état de conscience de soi auquel accèdent nos narrateurs à travers le compromis qu'ils trouvent pour régler les tensions entre les sentiments et le cœur, l'acte d'écriture lui-même permettant un retour sur les événements du passé et la récapitulation des résultats des 2 premières expériences. Ces 3 modes permettent l'acculturation de l'être naturel afin qu'il puisse trouver sa place dans une société qui s'oppose à ses ambitions, et sont l'occasion de promouvoir une nouvelle vision sociale fondée sur les mérites personnels des individus. Mais la question qui se pose est de savoir comment nos romanciers appliquent ces modes d'apprentissage. Quels en sont les résultats ? En effet, au bout de ces différents types d'expériences, allant de l'expérience sociale à l'expérience de soi en passant par l'expérience de l'amour, les résultats de ces modes d'apprentissage ne peuvent être essentiellement positifs,
mais au contraire s'avère quelquefois négatif dans certains romans où malgré l'affirmation des valeurs individuelles de certains personnages, d'autres se laissent corrompre par la société à laquelle ils essaient de se conformer et deviennent une image de l'idéologie dominante. Autrement dit, la transformation de ces êtres d'abord caractérisés par leur proximité à la nature pourrait être bénéfique pour certains d'entre eux, mais funeste pour d'autres qui se corrompent et perdent leur qualité naturelle. Tel est le sujet de notre 4e partie S'affirmer, qui se divise en 3 chapitres. Le premier et le 2e chapitre s'interrogent sur les résultats de ces différents types d'expériences sur le plan moral de nos personnages, sur les images qui se dégagent de la société où ils se trouvent, et sur le destin des êtres proches de la nature dans la société moderne, le tout dans le but de voir s'ils sont arrivés à imposer leurs valeurs individuelles ou se sont laissés emporter par les valeurs collectives et dissoudre par conséquent au sein de la société qui s'oppose à leur ambition. Quant au 3e chapitre, il est consacré à l'impact de parcours tels que ceux de nos protagonistes, présentés comme des expériences de pensée ou des structures imaginaires, sur la réalité de leur temps à travers les critiques explicites ou implicites faites par les personnages, et sur le lecteur qui lit le texte et qui s'y identifie. Il s'agit de répondre à ces questions. En quoi consistent ces expériences de pensée ou ces structures imaginaires proposées par nos romanciers? Comment peut-on les définir? Quelle est leur utilité? En effet, l'ensemble de ces analyses permettent de reconstituer les contributions du roman Mémoires des années 1730 aussi bien à l'avènement de l'individu qu'à l'émergence du roman de formation en Allemagne à la fin du siècle. Ces contributions ne se limitent pas au niveau des idées, mais s'étendent à l'esthétique du genre romanesque dans son ensemble, pour suggérer comment un roman doit être et quels sont les sujets qu'il doit aborder pour les générations à venir. Afin d'illustrer nos propos, il est temps de passer à l'analyse du mot individu, pilier central de cette thèse pour comprendre sa genèse et son évolution à travers les siècles. Prolégomène, roman et individu. 1. L'idée d'individu. À première vue, la signification du mot individu semble évidente, mais en réalité, le spectre sémantique de cette notion est très large. Individuum désigne en latin le corps indivisible. Il est dérivé de l'adjectif individuus qui lui-même est une dérivation de l'adjectif dividuus qui désigne tout ce qui est réductible en 2 parties, divisé, séparé, partagé. Individuum désigne couramment un atome. Le terme renvoie d'abord à l'idée d'unité indivisible et désigne par la suite l'élément constitutif de tout corps biologique. Au XVIIe siècle, le terme est défini de la manière suivante par Furtière. Individu. Est-ce monsieur? Terme de philosophie. Un particulier de chaque espèce, ou ce qui ne peut être divisé. La division ordinaire de la logique se fait en genre, espèces et individus. On dit aussi en raillerie d'un homme qui s'aime bien, qu'il a bien soin de son petit individu. Ce sens philosophique est à l'origine de l'introduction du mot « individu » dans le vocabulaire de la sociologie et de l'anthropologie. Mais il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que le mot prenne son plein sens. Dans l'article « Individu » de l'Encyclopédie, le mot est défini en rapport avec la théorie empiriste de John Locke en référence à l'essai sur l'entendement humain, 1689. Il vaut mieux lire le chapitre du traité de l'entendement humain, où M. Locke examine ce que c'est qu'identité et sperluette diversité. Je rapporterai ici une partie de ce qu'il dit livre 2. Chap. 27 volume 3. Il est évident que ce qu'on nomme principium individuationis dans les écoles, où l'on se tourmente si fort pour savoir ce que c'est, il est, dis-je, évident que ce principe consiste dans l'existence même qui fixe chaque être de quelque sorte qu'il soit, à un temps particulier, et sperluette à un lieu incommunicable à 2 êtres de la même espèce. Supposons par exemple, un atome, c'est-à-dire un corps continu sous une surface immuable qui existe dans un temps et dans un lieu déterminé. Il est évident que dans quelque instant de son existence qu'on le considère, il est dans cet instant le même avec lui-même, car étant dans cet instant ce qu'il est effectivement et sperluette rien autre chose, il est le même, et sperluette doit continuer d'être tel aussi longtemps que son existence est continuée. Car pendant tout ce temps il sera le même, et sperluette non un autre. Voyez identité. Ce renvoi au mot identité,
constitue la première étape de son entrée dans le vocabulaire de la réflexion sur l'homme. Comme l'atome, l'identité suppose l'unité et représente certaines caractéristiques des individus de la même espèce, mais son inscription dans un temps et dans un lieu déterminé lui confère des traits distinctifs par rapport aux autres individus et ce sont ces traits qui permettent d'identifier un individu au sein d'un groupe. Dès lors, le mot « individu » signifie ce qui reste identique à lui-même. En effet, cette référence à la théorie empiriste de John Locke permet de repenser la définition de l'individu. Les philosophes des Lumières s'efforcent, à leur tour, de redéfinir ce mot et de le faire sortir de son contexte exclusivement biologique, pour l'inscrire dans un contexte social considéré comme le prolongement de la nature, comme l'a souligné Aviguier. Individu passe du domaine des sciences de la nature et de la vie au domaine politique dans le cadre de l'influence décisive exercée par l'étude des phénomènes physiques et biologiques sur L'. Étude des phénomènes sociaux et politiques. Référence est faite à la nature, réalité, valeur et objet d'étude, dans un but normatif et descriptif à la fois. Cependant, le mot « individu » demeure quasi inexistant dans la littérature philosophique avant 1749. Il apparaît pour la première fois sous la plume de Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, dans la description du cabinet du roi, Histoire naturelle de l'homme, avec le sens d'une simple unité dont se composent les sociétés des hommes. Cette extrapolation du sens du mot « individu » trouve évidemment son expression dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755, où Rousseau reprend l'analyse de John Locke, pour développer la notion de l'individu dans un contexte purement social. Pour lui, l'individu n'est pas seulement une unité, mais une personne possédant une histoire qui s'inscrit dans l'histoire universelle de l'humanité. En 1754, Condillac, dans son traité des sensations, introduit une dimension anthropologique de l'individu. Enfin, Helvétius insiste, dans son traité de l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation, 1773, sur le sens anthropologique du mot « individu », développé par Rousseau et Condillac et oriente le mot vers le domaine sociopolitique. Désormais, le mot « individu » intègre le vocabulaire de la réflexion sur l'homme et désigne tout être conscient et sensible. Il est devenu un concept ontologique ou catégoriel, qui représente un certain mode d'être. Or, ces changements de perspective envers la perception de l'homme et du monde trouvent leur origine dans le remplacement du droit divin par le droit naturel, le passage de l'espace public à l'espace privé et la prise en compte de la société comme un prolongement de la nature et de l'homme comme un animal social constituant l'unité principale qui compose cette société. Néanmoins, ces changements ne sont pas propres au siècle des Lumières, ils sont le couronnement d'un long cheminement de pensée allant de Saint-Augustin jusqu'à John Locke. Derrière le vocable « individu », les penseurs des Lumières réunissent deux idées auparavant contradictoires, la conscience de soi et l'intériorité affective. En effet, l'individu entendu comme être conscient de soi et ayant son intériorité affective est une invention des Lumières. Mais les prémices de ce concept existent au moins depuis Saint-Augustin et s'affirment à partir de la Renaissance avec le mouvement de sécularisation de la pensée européenne et l'évolution du contexte politique et économique. Pour chercher ces prémices et retracer le développement du concept d'individu dans la pensée européenne, trois lectures sont possibles. La première est historique et a été proposée par Jacob Burckhardt dans son livre La civilisation de la Renaissance en Italie, et reprise par Tsvetan Todorov dans son livre Éloge de l'individu, essai sur la peinture flamande de la Renaissance. Cette lecture part de la distinction entre l'homme du Moyen Âge et l'homme de la Renaissance et situe la naissance de l'individu à partir du XVIe siècle, où l'individu commence à se libérer des liens familiaux, religieux et collectifs qui le définissent et lui assignent sa place dans la société pour devenir la mesure de toute chose. Grâce au mouvement intellectuel humaniste, qui place l'homme au centre de ses préoccupations, la figure de l'individu voit le jour. Ce qui définit l'homme du Moyen Âge, c'est sa position sociale, qui détermine ses valeurs, et son appartenance religieuse qui lui prescrit ses devoirs. Les individus pensent principalement au travers du prisme de la religion, qui se mêle à toutes leurs activités. Les autorités religieuses s'occupent de tout, et assignent à chacun sa place selon sa naissance et ses croyances. La féodalité est à son apogée, et la société est encore divisée selon une hiérarchie bien stricte.
Christine Delroy-Momberger résume les caractéristiques de l'homme féodal en ces termes. L'homme de la société féodale est pris dans réseau d'obéissance, de soumission, de solidarité qui semble lui interdire d'agir ou de se déterminer par lui-même et pour lui-même. Il appartient, au sens fort du terme, à un ensemble de micro-groupes, la famille, la paroisse, la commune, le domaine seigneurial, la corporation, la confrérie, dont chacun relève lui-même de formes d'organisation ou d'association de plus en plus larges jusqu'à constituer le tout de la collectivité féodale. À la Renaissance, cet ordre commence peu à peu à s'affaiblir, surtout avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1453, la découverte du Nouveau Monde en 1492 et la révolution copernicienne. Ces mutations ont accéléré les changements de l'ordre établi, et annonce une nouvelle organisation sociale grâce aux évolutions politiques et économiques. L'homme n'est plus vu comme auparavant, il doit être considéré dans la réalité de son être, corps et esprit à la fois, et cet être est réputé perfectible. Ces événements ont créé les conditions permettant l'avènement d'un individu autonome, qui commence à s'affranchir des ordres traditionnels qui le définissent pour fonder son propre ordre. L'homme et ses pensées envahissent la littérature, l'art, la philosophie, la morale, les sciences et le droit. La religion s'intériorise avec la Réforme et devient l'affaire d'un sujet personnel, malgré les menaces de la Contre-Réforme et de l'Inquisition. Le régime monarchique se développe et se substitue à la féodalité. Enfin, l'individu a pris la place de Dieu pour devenir la norme et le but final. La deuxième lecture est socio-anthropologique. Cette lecture étudie les rapports de l'individu avec le monde extérieur qui le façonne, et le modèle selon l'idéologie dominante. Elle explique également le processus historique qui a conduit, à partir du christianisme, à affirmer l'individu comme une valeur suprême. Cette lecture puise son origine dans la pensée de Louis Dumont qui a établi l'opposition entre les sociétés holistes fondées sur la hiérarchie sociale et la soumission de l'individu à la collectivité, et les sociétés modernes basées sur l'égalité et l'autonomie de chaque individu. En retraçant la naissance de l'économie politique, mise en contraste avec la société de caste indienne, les beaux ouvrages de Louis Dumont ont ainsi conduit à opposer les sociétés hiérarchiques, traditionnelles, dans lesquelles une structure immuable assignerait à chaque membre du corps social une place et une fonction prédéterminée, aux sociétés égalitaires, modernes, libérales, dans lesquelles différents mécanismes juridiques, politiques et économiques reconnaissent à chacun, en principe, sinon en fait, le droit de façonner sa propre trajectoire au sein de l'ensemble social. La troisième lecture peut être qualifiée de philosophique. Elle trouve son illustration dans Les Sources du Moi de Charles Taylor où ce dernier propose une étude analytique et historique de l'identité moderne en se basant sur l'intériorité moderne, l'affirmation de la vie ordinaire, la nature comme source morale intérieure. Cette lecture philosophique nous intéresse tout particulièrement dans la mesure où elle se fonde sur des textes écrits à la première personne par des philosophes qui font de leur moi un champ d'expérimentation sur l'individu en particulier, et sur le monde qui agit sur celui-ci en général. Elle fait remonter les débuts de l'individu à la naissance du sujet. Cette dernière trouve ses origines dans le livre 10 des Confessions 397 à 401, de saint Augustin qui est l'un des premiers philosophes à s'exprimer à la première personne et fait le récit de son moi comme une quête de soi lui permettant d'atteindre l'au-delà. Le récit à la première personne lui permet d'introduire l'idée d'une vérité intime à laquelle seul le sujet lui-même peut accéder. Il n'y a point d'homme au monde qui connaisse ce qui se passe dans l'homme, que l'esprit de l'homme qui est en lui. Autrement dit, seul l'homme lui-même détient la clé d'accès à son intériorité. J'ai interrogé la mer, les abîmes, les forces rampantes de la vie. Ils m'ont répondu, nous ne sommes pas ton Dieu, cherche au-dessus de nous. J'ai interrogé le vent qui passe, et l'air tout entier avec ses habitants m'a dit, Anaximène s'abuse, je ne suis pas Dieu. J'ai interrogé le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, nous non plus disent-ils, nous ne sommes pas le Dieu que tu cherches. Alors à tous ces êtres autour des portes de ma chair, de mon Dieu, ai-je dit, que vous-même n'êtes pas, oh dites-moi de lui quelque chose. Et ils m'ont d'une grande voix crié, il nous a fait, lui. Mon interrogation c'est mon attention, leur réponse c'est leur dehors. Alors je me suis tourné face à moi, toi me suis-je dit, qui es-tu? Et j'ai répondu, un homme. Or voici qu'en moi s'affrontent à moi l'un au dehors, l'autre au dedans, le corps et l'âme.
Surgit ici une dichotomie entre dedans et dehors, redoublant l'opposition entre âme et corps. De fait, si le corps perçoit le monde extérieur et lui donne sens, c'est l'âme, comme faculté divine et synonyme de la raison, qui gouverne ce corps. Cette intériorité permet de définir l'individu non pas par rapport à l'ensemble des relations qui le déterminent, comme c'était le cas auparavant, mais par son moi propre. De là, Augustin annonce la naissance du sujet pensant, mais dans un contexte purement religieux consistant en une quête de soi qui le conduit vers une quête transcendante grâce à laquelle il peut s'approcher de Dieu. Enfin, à travers le point de vue de la première personne, saint Augustin dote l'individu d'une intériorité profonde qui lui permet d'atteindre la vérité. Cette intériorité se dévoile par un retour sur les événements cruciaux de la vie de l'individu et ses erreurs passées. À la Renaissance, cette vision de l'individu est prolongée par Montaigne dans ses Essais 1580, mais dans une perspective nettement laïcisée. Dans son avis au lecteur, Montaigne annonce « Je suis moi-même la matière de mon livre ». En se prenant lui-même comme sujet à analyser, il inaugure l'ère de l'individu moderne. Un individu en quête permanente de la connaissance de soi en tant qu'individu, représentant l'homme en général et les autres en particulier. Chaque homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition. En ce sens, Montaigne élargit le sens premier du mot individu, unité dont se compose la société, pour l'étendre à l'humanité entière. De même, l'écriture à la première personne acquiert un nouveau sens avec lui. Le jeu devient désormais le moyen principal pour se connaître à travers la description des sentiments et des idées de l'individu. Je ne vise qu'à me découvrir moi-même. De fait, Montaigne fait sortir l'individu de son contexte religieux pour l'inscrire dans un contexte moral permettant de l'examiner à partir de sa vraie nature. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention ni artifice, car c'est moi que je peins. En effet, en nous donnant une image réelle de lui-même, il tente à travers le récit de sa vie, de comprendre la nature humaine dans toute sa complexité. Car la compréhension de soi est indispensable, selon lui, pour connaître les autres. Montaigne inaugure par conséquent un nouveau genre de réflexion, intensément individuelle, une explication de soi-même dont le but est d'attendre à la connaissance de soi. Il s'agit d'une étude toute à la première personne, qui ne reçoit que peu de secours des enseignements de l'observation d'autrui et aucune de la science. Cette explication de soi-même est représentée indépendamment de toute hétéronomie religieuse et inscrit l'individu dans l'ensemble des valeurs morales qui le définissent. Enfin, l'individu que représente Montaigne est un être conscient de soi et représentatif de l'ensemble des êtres humains dont il fait partie. Il se définit par rapport à ses valeurs morales, et non par rapport aux déterminations religieuses et sociales. Au XVIIe siècle, Descartes joue un rôle majeur dans l'avènement de la notion moderne d'individu en inventant la figure de l'homme qui doute de tout ce qui l'entoure, sauf de son propre je. Je pense donc je suis. En prenant le sujet lui-même comme point de départ, Descartes place l'individu au centre du monde. Il est devenu le biais par lequel nous pouvons saisir la réalité, et se définit par la raison qui lui permet d'atteindre l'édifice de la connaissance. À l'instar de Montaigne, Descartes insiste sur les valeurs morales qui définissent l'individu, mais il ajoute à celles-ci le sens de l'autonomie où chacun, par ses libres choix, doit être le seul responsable de ses actes et de ses pensées. En effet, l'individu au sens cartésien se définit par ses dispositions naturelles à l'auto-réflexion, aptitude à la conscience de soi et à l'auto-fondation, capacité à fonder son propre destin. Ajoutons enfin à cela les interactions entre le corps et la raison, dualisme cartésien, et la suprématie de ce dernier aux lumières de la foi quand il s'agit d'accéder aux connaissances. Mais la raison ne suffit pas pour définir l'homme. En réfutant le dualisme cartésien, Locke définit l'individu comme un être historique qui se forme par les expériences qu'il acquiert pendant sa vie à travers les sensations qu'il éprouve au contact du monde. Pour lui, l'individu est avant tout une conscience-mémoire qui reste toujours le même dans les différents lieux et temps. Pour trouver en quoi consiste l'identité personnelle, il faut voir ce qu'emporte le mot de personne. C'est à ce que je crois, un être pensant et intelligent, capable de raison et de réflexion, et qui se peut considérer soi-même comme le même, comme une même chose qui pense en différents temps et en différents lieux. Ce qu'il fait uniquement par le sentiment qu'il a de ses propres actions,
lequel est inséparable de la pensée, et lui est, ce me semble, entièrement essentiel, étant impossible à quelque être que ce soit d'apercevoir sans apercevoir qu'il aperçoit. De fait, l'individu, aux yeux de Locke, est avant tout un être vivant. Pour que cet être soit une personne, il doit avoir une conscience de soi. La conscience de soi implique le moi, self, qui renvoie à l'ensemble des idées que l'individu a de lui-même, et permet à l'individu de rester le même en différents temps et en différents lieux, grâce à sa perception du monde qui l'entoure et à sa compréhension de ses actes et de ses pensées. De même, le moi de cet individu est représenté par sa mémoire qui porte sur le présent ainsi que sur le passé. En effet, ce qui distingue un individu au sein d'un groupe, c'est son identité personnelle, qui le détermine selon un axe horizontal par rapport aux autres membres de même groupe, et un axe vertical par rapport à son passé et aux événements qu'il a vécus et qui sont enregistrés dans sa mémoire. Tant qu'un être intelligent peut répéter en soi-même l'idée d'une action passée avec la même conscience qu'il en avait eue premièrement, et avec la même qu'il a d'une action présente, jusque-là il est le même soi. Car c'est par la conscience qu'il a en lui-même de ses pensées et de ses actions présentes qu'il est dans ce moment le même à lui-même. Et par la même raison il sera le même soi, aussi longtemps que cette conscience peut s'étendre aux actions passées ou à venir. En effet, avec John Locke, l'individu est avant tout un être historique qui se reconnaît à travers l'accumulation des expériences vécues. Cette démarche empirique fondée sur l'expérience sensible pour définir l'individu représente un point médian entre l'intériorité purement religieuse de saint Augustin et la rationalité abstraite de Descartes, et rejoint l'analyse de Montaigne du moi fragmentaire qui se constitue à travers le temps. Les deux insistent sur le rôle principal que joue la mémoire et celui de la conscience de soi, pour fonder l'identité personnelle par l'accumulation des expériences et de différentes connaissances. De tout ce qui précède, nous retenons l'idée que le concept de l'individu comme être conscient de soi et de son intériorité affective est né dans un... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.